Nous allons nous attarder quelques minutes sur la vision et la stratégie de produit. Alors, c'est des bien grands mots, ça, la vision et la stratégie de produit. C'est nécessaire dans le cadre d'un cursus Product Owner parce que le Product Owner Scrum, c'est pas simplement un employé, c'est vraiment un cadre stratégique de l'entreprise. Un Product Owner Scrum certifié, c'est quelqu'un qui doit être capable de défendre une vision de produit et une stratégie de produit, qui doit être capable de non seulement défendre ses points de vue, mais les créer, les construire, aller les soutenir, et même parfois auprès de top managers de l'entreprise, de directeurs généraux de l'entreprise. Et puis c'est vraiment ça fait partie des corpus de connaissances de ce que l'on attend d'un product owner certifié Scrum. C'est aussi des sujets qui vont tomber lors de la certification Scrum. Si on regarde un petit peu au niveau des corpus de connaissances de Scrum, hein, vous les avez sur scrum.org, vous avez là l'URL qui s'affiche à l'écran. La gestion de produits agiles, ça implique d'avoir une vision du produit. Alors, la valeur du produit, on en a déjà parlé. La gestion du backlog, on en a déjà un petit peu parlé, et là encore, on reviendra dessus. Mais on parle aussi de stratégie business, de la gestion des consommateurs, des clients ou des stakeholders. Tous ces éléments-là font partie des panels de connaissances que doit avoir un product owner dans Scrum. Alors attention, il y a une petite différence là avec Safe. Un product owner Safe, il a beaucoup moins de responsabilités qu'un product owner Scrum. Dans Safe, on a un product manager ou un solution manager qui va se charger du développement de cette vision. Et encore, dans Safe, il ne le fait pas tout seul. Il le fait éventuellement avec des epic owners ou en fonction de directives qui lui sont données par certaines parties prenantes, qui sont des parties prenantes spécifiques de Safe. Là, dans Scrum, c'est vraiment le rôle du product owner d'avoir cette vision, cette stratégie produit. Et on va voir qu'il y a déjà une grosse différence, c'est que on parle de produit, on ne parle pas de projet. Donc c'est pas sur le projet, son coût ou son pilotage que va se focaliser l'attention, mais sur le résultat du projet ou des projets, c'est-à-dire le produit. Donc le product owner, il doit avoir une vision la plus claire possible de ce que devra être ce produit. C'est bien ça un projet. Un projet, ça consiste à se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que va pouvoir devenir mon produit? Eh bien, là, l'attention, on la focalise pas sur le projet en lui-même, c'est-à-dire comment on va passer de l'idée au produit fini. On va se focaliser l'attention sur le produit et pas sur le projet. Et donc cette vision du produit que porte le product owner, elle doit être partagée avec tous les participants. L'équipe Scrum, les parties prenantes, et c'est de cette manière qu'on va créer du focus, qu'on va créer de la cohésion entre les membres de l'équipe, entre l'équipe et les parties prenantes, et puis entre les différentes parties prenantes. Hein. Parfois, on s'adresse sur le développement de certaines applications, on va s'adresser à plusieurs métiers différents, et il va falloir faire en sorte que cette vision du produit, elle soit partagée par tout le monde. Alors, comme on fait de l'agilité, bien évidemment, le product owner ne va pas se poser en dictateur. C'est pas j'ai ma vision et puis vous êtes tous des imbéciles si vous ne la partagez pas. Il va devoir la partager, il va peut-être même se nourrir de l'avis des uns et des autres. Ça va être très souvent une co-construction, cette vision du produit. Et puis, comment est-ce qu'on le concrétise, cette vision, comment est-ce qu'on va la concrétiser, pardon. Eh bien ça va se faire en collaboration avec l'équipe Scrum ou les équipes Scrum. Un product owner peut avoir plusieurs équipes de développeurs qui vont travailler sur le même produit. On fera un petit focus également sur du Scrum à l'échelle, comment est-ce qu'on travaille en tant que product owner avec plusieurs équipes. Mais là, dans le cas présent, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment est-ce qu'on développe une vision et une stratégie produit, et puis
comment est-ce qu'on passe de cette stratégie ou de cette vision stratégique à un plan opérationnel derrière. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc, sachant que le produit sera mis à disposition des utilisateurs ou des consommateurs le plus tôt possible, on cherche à identifier de la valeur le plus vite possible. Je rappelle, le product owner, lui, il a une vision qui est partagée. Ça, c'est vraiment une bonne pratique. Mais cette vision, pour l'instant, c'est juste de la prospective. C'est des souhaits, c'est des idées, c'est des choses qu'on aimerait voir se produire, mais peut-être qu'on se trompe. Et pour garder le risque sous contrôle, on va faire des releases le plus tôt possible pour mesurer la valeur réelle de ce produit. Donc, ça va permettre de savoir si le produit il est conforme à la vision. Potentiellement, il peut être supérieur aux attentes. Dans ce cas-là, on peut envisager d'accroître les engagements financiers. On parle d'opportunités. Mais le résultat peut être déceptif. Le product owner peut, au bout de quelques sprints déjà, mettre un produit fonctionnel à disposition des utilisateurs. Il n'est pas fini ce produit. C'est une ébauche de ce qu'il devrait être ou de ce qu'il devra être. Mais cette ébauche, elle peut aussi générer de la déception. Alors, pas tellement de la déception dans le sens, oui, c'est un produit pas fini, on n'a pas tout, il faut communiquer autour du lancement d'un MVP, mais ça peut être de la déception en termes de mesure. Là encore, on va prendre le cas le plus évident, un site e-commerce, si on se dit, ça doit générer 100 € de chiffre d'affaires par jour, et qu'on n'en génère que 50, c'est déceptif. Là, évidemment, il va falloir réviser la stratégie produit. Mais on est très tôt dans le cycle de vie du projet. On a quelques sprints qui ont été engagés pour faire le MVP et il reste encore potentiellement beaucoup de sprints à faire. On peut affiner la stratégie. On peut pivoter, s'adapter. C'est ça l'agilité. C'est la capacité à faire en sorte que, même contre toute attente, même si on est sur un produit déceptif, eh bien on va garder de la rentabilité. On va quand même en tirer quelque chose de positif. Ce ne sera pas un échec majeur de projet. Donc, on va réviser la stratégie, envisager éventuellement d'autres watts, c'est-à-dire d'autres manières de faire, et puis éventuellement aussi réduire les investissements. Si on veut conserver de la rentabilité, j'ai déjà abordé ce sujet-là. Et en fait, ça consiste à passer d'une vision prospective à une réalité le plus rapidement possible. Et c'est ça le but essentiel d'un MVP. Le MVP, c'est le Minimum Viable Product, c'est-à-dire un embryon de produit qui permet de s'assurer que la vision du product owner est bonne, qu'elle se concrétise réellement dès qu'on la met en œuvre. Et c'est vraiment l'objectif des premiers sprints, d'arriver à asseoir cette vision, à s'assurer que cette vision, elle est correcte et qu'on peut continuer sur la stratégie initialement définie par le product owner, ou au contraire qu'il faut l'adapter, s'orienter de manière différente. Donc, historiquement, le chef de projet, lui, il va concevoir une solution avec une équipe de consultants ou d'experts. Ça se fait avec des équipes d'AMOA. Et ce qui va se produire, c'est qu'ils vont figer ensemble un certain nombre de moyens, allant parfois même jusqu'à les décrire finement. C'est ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles détaillées. Et très souvent, ils vont estimer des coûts, des charges et des délais. Et ils vont donc aller parfois jusqu'à faire un organigramme des tâches, descendre cet organigramme des tâches dans un diagramme de Gantt et planifier un projet pour 1 an et demi, 2 ans, 3 ans parfois, ça s'est vu. Et on ne change pas le plan. Et on va mandater un sous-traitant ou une équipe interne, il y aura toujours dans tous les cas quasiment un contrat, sur ce périmètre. Et on ne bougera pas le périmètre. Ça veut dire que si on a des opportunités de business, on ne peut pas les saisir, on reste sur le contrat.
Ça veut dire que s'il y a des changements technologiques, bah là le contrat il devient caduc parce que les technologies sont dépréciées. Donc ça implique quand même beaucoup de risques. C'est pour ça que historiquement on faisait beaucoup de pilotage de risques. Là dans Scrum, le risque il est sous contrôle. Du fait de la durée des sprints qui sont très courts, hein, un sprint c'est 1 mois au maximum, on ne fait pas des sprints de 3 mois ou 6 mois. Donc on peut pivoter, on peut très facilement changer de stratégie en cours de route. Et c'est bien ça que le product owner doit garder en tête, cette possibilité de s'adapter. Et donc historiquement, une fois que tout ça s'est figé, ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'une équipe va être chargée de la réalisation. Très souvent, une autre équipe va être chargée des tests. Et enfin, le chef de projet va valider la conformité de l'ensemble. Et bien ça, c'est une stratégie de moyens. C'est-à-dire qu'on a identifié des moyens d'atteindre un objectif et on communique principalement sur le projet et on communique principalement sur les moyens, c'est-à-dire sur du what. On est dans ce contexte très attentif au fait que le maître d'œuvre respecte les engagements qu'il a pris lors d'un appel d'offres ou lors d'une contractualisation. Il doit mettre en œuvre un certain nombre de moyens définis et pas autre chose. On ne lui demande pas d'être créatif, on lui demande vraiment de produire un élément qui est parfaitement défini, dont le périmètre est connu et qui ne changera pas. Eh bien, ça, c'est pas du tout une approche agile, on est bien d'accord. L'agilité, ça consiste au contraire, non pas à se focaliser sur les moyens, c'est-à-dire le what, mais à se focaliser sur le pourquoi, le why. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la gestion de projet avec Scrum, c'est une focalisation sur le why. Donc Scrum, comme la plupart des approches agiles, recommande un pilotage non seulement par les coûts du projet, mais principalement par le coût total. C'est-à-dire le TCO, le Total Cost of Ownership, c'est l'ensemble des coûts du produit, les coûts de développement du produit, et éventuellement les coûts de paramétrage, d'acquisition de licences, mais également les coûts de maintenance, les coûts d'exploitation, et dans certains cas, les coûts de retrait du produit. Si je dois me séparer de cet ERP, potentiellement, pour le remplacer par un autre, potentiellement combien ça va me coûter. Et donc ça implique de prendre en compte la dette technique, la dette opérationnelle, ça implique une meilleure gestion de la qualité, et ça implique de piloter la valeur du produit. Très souvent, elle est mesurée en flux ou en vecteur de valeur. Eh bien, c'est sur ces éléments que le product owner va pouvoir bâtir sa stratégie produit et sa vision du produit, à la fois par les coûts globaux et par la valeur globale du produit. Donc le product owner, il bâtira sa stratégie sur une analyse de bénéfices potentiels, c'est-à-dire la valeur moins les coûts. C'est mon bénéfice. Sur une analyse de risque stratégique, pas forcément de risque opérationnel. Des risques que l'on peut prendre en innovant sur un marché, des risques que l'on peut prendre sur une mise en production à telle ou telle date, des risques que l'on peut prendre par rapport à des positionnements de concurrents. Voilà, ça c'est des risques stratégiques. Et puis il va baser sa stratégie aussi sur des opportunités ou sur une analyse d'opportunités. Potentiellement, j'ai des incertitudes, mais potentiellement, voilà un certain nombre d'opportunités que je pourrais saisir. Eh bien, à partir de cette vision, il va pouvoir recommander un investissement qui présente une forte probabilité de dégager un retour sur investissement, un ROI positif. Donc, on n'est plus là dans une vision classique où on a défini toute une stratégie de moyens et après on demande à un certain nombre d'experts combien ça coûterait de mettre tout ça en œuvre. Et c'est comme ça qu'on définit le budget d'un projet. Là, on part complètement à l'envers. On calcule quel bénéfice potentiel on pourrait avoir et qu'est-ce qu'il serait raisonnable d'investir. On ne part pas sur une estimation de la stratégie de moyens. On part sur une estimation d'investissement par rapport à une stratégie business. Donc ça, c'est un changement majeur entre les rôles de chef de projet et de product owner. C'est comment on construit des budgets sur des développements de produits.
c'est pas par la contrainte qu'on construit le budget, c'est par rapport aux opportunités, par rapport aux bénéfices que peut m'apporter ce produit. Ce qui est d'un point de vue financier, comptable, beaucoup plus sain, et ce qui évite, alors ça ne n'empêche pas totalement, mais ça évite ou ça réduit les risques d'avoir des dérives dans la gestion des coûts. Donc pour soutenir cette stratégie, le Product Owner va s'appuyer sur des informations précises et chiffrées. On rappelle, hein, on est dans Scrum, on est dans une approche empirique. On va s'appuyer sur des faits connus et établis. Alors, l'Evidence-Based Management, l'EBM, donne des pistes de réflexion pour les Product Owners pour pouvoir justement chiffrer leurs analyses pour avoir des éléments concrets qui leur permettent d'appuyer leur stratégie. Donc l'Evidence-Based Management, c'est comme le guide Scrum, hein, c'est vraiment très léger, ça donne des grandes orientations sur la manière dont on peut poser un certain nombre de KPI ou s'appuyer sur de l'OKR. Voilà, je vous laisse creuser ces pistes-là si vous voulez aller un petit peu plus loin. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Product Owner va bâtir sa stratégie sur la notion de valeur et pas sur une estimation des coûts d'un périmètre figé au départ et inamovible. Alors voilà un exemple d'une vision produit qui a été synthétisée là sur un seul tableau. Elle est portée par un objectif clair. Là, le Product Owner, il cherche à améliorer la performance individuelle et collective des collaborateurs. Et pour ce faire, il envisage de dématérialiser les principaux workflows du quotidien, de développer et simplifier le travail collaboratif, de minimiser l'effort de recherche de l'information au sein de l'organisation. Donc on a un objectif chapeau, améliorer la performance individuelle et collective, qui, dans le détail qui suit cette présentation, est vraiment étayé, on a des données chiffrées, et 3 objectifs hérités: minimiser l'effort de recherche, développer et simplifier le travail collaboratif et dématérialiser les workflows. Et puis en dessous de ces objectifs, il y a une stratégie de moyens qui émerge. Ça ne veut pas dire que le Product Owner va faire tout ça, mais ça veut dire qu'il a déjà identifié un certain nombre de moyens d'atteindre les objectifs de son produit. Donc là, on a vraiment un exemple d'une vision produit, d'une stratégie produit mis en œuvre. Alors, il y a plein de manières de le faire, hein. Là, c'est une manière de présenter, il y a d'autres manières de présenter, mais systématiquement, cette vision ou cette stratégie produit va tourner autour d'objectifs à atteindre et d'identification de grands moyens pour y arriver. Si on regarde un petit peu dans le détail de ces moyens, je vais en prendre un au hasard: simplifier l'accès au contenu. Le Product Owner ne dit pas comment il va simplifier l'accès au contenu. Ça, c'est un moyen d'atteindre son objectif de minimiser l'effort de recherche d'information. Il va chercher à optimiser la recherche. Comment il va optimiser la recherche? Il ne le dit pas non plus. Dans le comment, ou plutôt dans le quoi d'ailleurs, il y a quelques pistes de réflexion qui sont posées, mais ça s'arrête là. On n'est pas sur un cahier des charges détaillé, on est vraiment sur une vision du produit. Et enfin, on voit là, il y a un socle en bleu tout en bas. Le Product Owner va mesurer la performance en permanence, il va industrialiser le suivi analytique et mesurer l'adoption des fonctionnalités déployées pour s'assurer, ça c'est vraiment sa vision produit, pour s'assurer du rythme auquel il peut pousser les différentes releases. S'il n'y a pas une adoption de la part des utilisateurs du produit, eh bien il ne poussera pas de nouvelles fonctionnalités. Donc on est dans de la gestion ici par flux tiré. C'est en fonction de l'appropriation des utilisateurs des fonctionnalités que le Product Owner va mettre dans des nouvelles releases des nouvelles fonctionnalités. Mais s'il n'y a pas d'appropriation, il va changer son plan de release. Ça, c'est sa stratégie dès le début du produit, dès le début du développement du produit. C'est vraiment sa vision. Et il va embarquer toutes les parties prenantes et communiquer tout au long du développement du produit
aux différentes équipes cette vision. À partir de cette vision-là, le product owner est complètement légitime pour dire à un moment, je décale cette release. Nous étions tous d'accord dès le départ, il n'y a pas un taux d'adoption des nouvelles fonctionnalités qui est suffisant pour en déployer de nouvelles. Eh bien, on va consacrer cette release au change management, à l'adoption des fonctionnalités existantes. On va faire de la communication interne et on ne va pas pousser des nouveaux développements. Voilà, c'est vraiment des exemples de vision et de stratégie de produit. On pourrait faire tout un cours sur ce sujet-là. Il y a des éléments dans scrum.org qui permettent d'aller creuser les différentes possibilités, les différentes méthodes que l'on peut avoir pour développer une stratégie produit. Là encore, le product owner, n'oubliez jamais, il peut se faire appuyer par le Scrum Master. Le Scrum Master est là pour l'aider à construire ces éléments-là. Si le product owner manque d'idées sur le développement de sa stratégie produit, la première personne vers qui il peut se tourner, c'est le Scrum Master, qui lui fournira les réponses ou qui lui fournira des contacts susceptibles de lui répondre.